Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Michael Grégoire, qui est professeur, qui est maître de conférence, qui enseigne à l'université Clermont-Auvergne et qui fait partie des rares spécialistes de la question de l'énaction. Donc, vous allez voir le rapport avec la question plus générale de l'analogie, bien que de toute façon, le rapport est indiqué dans le titre, puisque le titre de sa conférence est le suivant: l'analogie en mouvement, l'apport de l'énaction pour l'analyse lexicale. Donc, je vais te laisser la parole pour 1 heure, 1 heure et demie. Donc, j'ai bien compris qu'un certain nombre d'entre vous, vous devez partir à 18h. Donc, on fera toute petite pause à 18h pour que ceux qui doivent sortir puissent sortir, et on continuera avec ceux qui restent. Voilà, donc à toi la parole. Bien, merci Philippe. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu dans quelle mesure l'énaction, donc qui est à l'origine un courant en sciences cognitives, qui n'est pas un courant linguistique, peut nous servir pour l'abord du langage, et plus particulièrement de la langue. Et on verra aujourd'hui plus spécifiquement dans quelle mesure ça peut nous aider pour l'analyse du lexique. Alors on commencera par évoquer quelques aspects théoriques relatifs au langage et à la lexicologie dans le cadre de l'énaction. On verra ensuite l'importance de la notion d'expérience vécue, d'expérience mémorisée, et des cas notamment de ce que j'appelle la transmorphologie, c'est-à-dire des termes qui peuvent apparaître polysémiques mais qui en réalité ne le sont pas. Des cas de transphonologie, qui est le même comportement de polysémie mais au niveau du phonème, donc des phonèmes qui peuvent avoir plusieurs utilités, et donc des cas d'énantiosémie et d'énantiomorphie. Alors là carrément ce sont des mots qui peuvent avoir un sens et un sens contraire, et on va se demander, on va voir pourquoi. Alors d'abord l'énaction, qu'est-ce que c'est? Donc je vous cite la traduction du premier ouvrage fondateur de l'énaction de Francisco Varela. Donc la cognition, loin d'être une représentation d'un monde prédonné, est l'avènement conjoint d'un monde et d'un esprit à partir de l'histoire des diverses actions qu'accomplit un être dans le monde. Ce que cela nous explique, c'est que le sujet parlant, le sujet, l'être, l'individu, est inscrit dans un corps. Donc première nouvelle. Deuxième nouvelle, le corps est inscrit lui-même dans un environnement social et écologique. C'est-à-dire que l'énaction, en tant que courant sciences cognitives, prend en charge le fait que l'être humain possède un corps et que ce corps peut avoir, et surtout a, des répercussions dans l'avènement de la cognition, dans l'apparition de la perception du monde. Et de la même façon, l'environnement social et écologique a aussi des répercussions dans notre perception du monde. On verra quelques exemples précis. Donc, pour l'expliquer un petit peu à grands traits, l'énaction, c'est donc l'engagement de cette corporéité, de ce corps, dans un environnement écologique par le mouvement. Et la cognition devient donc ce qu'on appelle une action donc incarnée, dans la mesure où l'énaction étudie l'évolution de la perception humaine par l'engagement du corps, par le mouvement. Je prends l'exemple d'un bébé, par exemple, un enfant qui commence à marcher et qui découvre le monde en l'observant grâce à ses mains. Et c'est par ses mains, en touchant l'objet, qu'il va pouvoir connaître la température de l'objet, sa forme, sa taille. Plus encore que par le regard, c'est vraiment par ses gestes et par l'engagement de son corps vis-à-vis de cet objet qu'il va prendre connaissance de cet objet. Et là, on est pleinement dans l'énaction. D'accord ? Alors, on va faire une petite expérience. Qu'est-ce que vous voyez? À gauche, donc vous voyez, on pourrait dire qu'il y a 2 triangles, mais en réalité, il n'y en a aucun. D'accord? Donc vous voyez un premier triangle qui est en réalité la somme de trois côtés, d'accord? Et un autre qui est inversé, qui est en réalité juste ce que votre cerveau reconstruit grâce aux 3 autres symboles qui font croire qu'il y a un triangle au milieu, par défaut, j'allais dire, parce que c'est un espace blanc. Qu'est-ce qui se passe
si vous voulez percevoir les deux triangles à la fois, vous ne le pouvez pas. Parce que vous êtes obligé d'effectuer un mouvement corporel, en l'occurrence oculaire, visuel, comme un autofocus d'un appareil photo, pour percevoir l'un ou l'autre. D'accord ? Ça démontre l'énaction dans l'évolution et la perception du monde. D'accord ? De la même façon, l'objet que vous avez à côté, qui s'appelle le vase de Rubens, qui est peut-être un peu plus connu, que vous avez peut-être vu sur Internet. Donc vous avez soit un vase en blanc, soit par contraste deux visages symétriques. D'accord ? De la même façon, vous ne pouvez pas percevoir les deux, les visages et le vase en même temps. Vous êtes obligé de faire un mouvement inconscient, bien sûr, ne posez pas la question, un mouvement inconscient d'ajustement visuel pour percevoir l'un ou l'autre. D'accord ? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que cela fasse sens, pour voir donc, pour attribuer du sens soit à la coupe, au verre, au vase ou aux deux visages, vous êtes obligé de l'accompagner, de l'associer à un mouvement corporel. Quand vous voyez une coupe ou un verre, ou un vase, pardon, ça veut dire que vous lui attribuez du sens. D'accord ? Ça vous rappelle une historique vécue autour de l'objet vase ou coupe dans votre vie, dans votre vécu. D'accord ? Donc vous lui attribuez du sens. Et là, de la même façon, ce sens donc n'apparaît que par cet ajustement oculaire, qui est bien sûr corporel, puisque l'œil se trouve dans le corps. Si vous regardez un petit peu ces nuages, donc comme vous remarquez, ces trois nuages n'ont pas été faits pour créer du sens, à la différence de ces schémas. Là, ils ont été créés pour faire émerger chez le lecteur, chez le visionnaire, quelque chose de spécifique. Là, il n'en est rien, il n'y a pas d'intentionnalité, si ce n'est par le photographe qui a focalisé volontairement dessus. Mais dans l'absolu, on voit, il est assez facile de reconnaître un chat, ici un oiseau, ici un dragon ou un dinosaure, ce qu'on voudra. J'ai choisi ces photos parce que là encore, c'est vous-même, par l'historique de votre vécu, et par vos interactions cognitives, par ce que vous avez appris, par vos connaissances, que vous arrivez à reconstruire un chat ici, ici un oiseau, ou ici un dinosaure ou un dragon. Parce qu'il n'y a rien dans ces nuages qui font que ça pourrait être, que cela réfère au sens de ici oiseau, ici un chat, ou ici un dinosaure. C'est vous qui le construisez. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cela? C'est que le sens, c'est vous qui le créez. L'énaction apporte cela, c'est que tout vient du corps, et le corps, c'est vous. Le corps est chargé de l'historique du vécu, de la vie, et c'est vous qui fondez du sens à quelque chose que vous entendez, que vous percevez ou que vous voyez. En l'occurrence, voilà, je n'ai pris que des exemples visuels pour que ce soit plus frappant, mais ça marche aussi pour le langage. D'accord? Donc là, vous voyez vraiment des choses qui n'ont pas été créées, mais qui, malgré tout, est appréhendée et construite de telle façon à lui donner du sens. Alors justement, dans un cadre donc énactif, qu'est-ce que cela peut apporter pour l'attitude du langage déjà en soi? Donc dans un cadre énactif, le langage est une action parmi d'autres actions. Donc le langage est une action corporelle. Donc la voix, est une action corporelle. Et le langage verbal, du coup, il est tout d'abord vécu comme une succession d'actions par le locuteur et par l'allocutaire, par l'interlocuteur. D'accord? Le langage verbal, c'est aussi un ensemble d'expériences du coup sensorimotrices, c'est-à-dire à la fois corporelles et qui permettent de transmettre du sens, liées à la situation où l'on parle. C'est-à-dire que vous allez attribuer du sens à un mot en fonction aussi du contexte. Contexte situationnel qu'on appelle, c'est-à-dire là où vous vous trouvez. Vous-même, si vous passez un entretien d'embauche ou si vous parlez à vos camarades dans la rue ou dans la cour, vous n'allez pas vous exprimer de la même façon. Vous tiendrez donc obligatoirement en compte le contexte situationnel pour vous exprimer. Donc le langage verbal est donc un ensemble d'expériences sensorimotrices liées à la situation du moment où l'on parle et des expériences mémorisées.
pour fonder le sens. Parce que tout au cours de votre vie, vous avez utilisé les mêmes mots, très souvent les mêmes mots, même si ça a évolué, et vous avez fait une somme finalement d'interactions dialogales de tous ces mots, de toutes ces interactions que vous avez eues au cours de votre vie, qui a fait que vous avez fondé un sens précis pour chacun de ces mots au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, vous attribuez un sens précis à chacun des mots que vous employez parce que vous les avez employés dans des interactions précises tout au long de votre vie. Donc le sens, en linguistique cognitive, c'est la somme des interactions conversationnelles vécues et associées à l'acte corporel langagier, hein, qu'il soit verbal ou non verbal. La forme, c'est le produit des interactions donnant lieu à des segmentations que nous connaissons dans les énoncés. C'est ce que Marine Poirier appelle la chronosignifiance. Et je vais vous prendre des exemples déviants pour que vous voyez un petit peu, parce que si je vous prends des exemples de la vie de tous les jours, vous ne comprendrez pas. Je vais vous prendre des exemples déviants. Voilà ce qui a été retrouvé dans des copies d'étudiants, qui n'étaient pas à Paris 4. Pour la périphrase verbale, être en train de. Cela a été retranscrit, écrit par des étudiants, l'espagnol, de la façon suivante. Être entre un, deux. Deux prépositions. Être entre un, deux. Numéral. Être en train de. Avoir de l'entrain. Être en train avec d'autres orthographes, donc soit ENTR, AINT ou ANTR, AINT, d'accord ? Donc là, on a regroupé toutes les possibilités de segmentation correspondant à ce qu'on appelle un processus vocal, c'est-à-dire une suite de phonèmes. Hein ? Qu'est-ce que c'est juste le langage ? C'est une suite de phonèmes. Et après, en le mettant par écrit, on est obligé de choisir. Et là, ils ont été obligés de segmenter d'une façon ou d'une autre. Donc la conventionnelle, c'est ce qu'on apprend, c'est ce que vous avez sur la grammaire, sur le dictionnaire, c'est ce que vous avez en haut, être en train de. Donc a priori, il y a des étudiants qui ne sont pas au courant, ou qui se sont trompés occasionnellement, et qui du coup ont fait valoir une perception différente, et qui ont construit des énoncés différents. D'accord ? Parce qu'ils ont créé un sens différent, parallèle, grâce à des segmentations non conventionnelles. Le fait de mettre être entre 1, 2 en utilisant le numéral 1 et le numéral 2, ça dit être entre un élément et un autre élément. Ça donne un sens complètement différent à être en train de. Alors ça c'est permis par quoi ? C'est aussi permis par le fait que au nord de la Loire, on ne fait plus la distinction, plus trop, entre la réalisation 1 et 1. Vous voyez, un brin d'herbe, quelqu'un de brun, vous voyez. Moi je la fais encore, je suis du sud, hein, mais on ne la fait plus trop et du coup ça favorise ce type de confusion. Confusion qui en réalité n'en est pas une. C'est juste une exploitation de la langue différente, qu'on va appeler déviante par rapport à une norme. Mais c'est une construction différente. Donc être en train de, pourquoi pas, avoir de l'entrain. Hein. Donc ça c'est permis par le signifiant, mais ce sont des dégroupements et des regroupements non conventionnels qui manifestent une construction différente par les étudiants, en l'occurrence de Lille. Et c'est ce que l'on appelle la perception, c'est-à-dire la perception par l'action. En l'occurrence, comme on arrive à distinguer soit les deux visages, soit le vase de Ruben, de la même façon, on va ici opter pour telle segmentation ou telle autre. Et dès lors qu'on va opter pour une segmentation ou l'autre, on va aussi opter pour un sens ou un autre. Les deux allant nécessairement de pair. Hein, puisque, comme vous voyez, être entre un de et être en train de ne sera pas du tout le même sens à l'arrivée. Donc la linguistique inactive étudie le processus. La différence avec les autres linguistiques, c'est qu'on étudie le processus de construction de la forme et du sens. Hein ? Alors que la linguistique traditionnelle, même cognitive, étudie juste le résultat.
c'est-à-dire par exemple l'ensemble des emplois de être en train de dans les corpus. Ou les déviances, mais ne va pas chercher à articuler forcément le processus aux variantes. Donc là, on étudie vraiment le processus de construction. Alors, je travaille personnellement sur les submorphèmes, donc en ce qu'on va appeler la lexicologie inactive. Alors, que sont les submorphèmes? Ce sont, en linguistique traditionnelle, ce sont des unités situées en amont du morphème. Donc, je pense que vous situez assez bien le morphème. Donc, ce seront des unités généralement consonantiques. En lexicologie, ils sont essentiellement consonantiques. Et qui se situent sur le plan du signifiant en amont du niveau morphématique. Et qui, du coup, sur le plan du signifié, ne vont pas être liés à un signifié comme le morphème, mais à un pré-signifié. À un signifié plus large. Dans une perspective inactive, les submorphèmes sont liés à ce que Didier Bottineau appelle une classe d'expérience sensorimotrice. Cette classe d'expérience sensorimotrice constitue ce par quoi un sujet animé, vous, moi, un objet inanimé ou un processus, une action, se manifeste typiquement dans le vécu de l'observateur, de l'expérient ou du manipulateur. Ce sont des modèles corporels de coordination multimodale qui impliquent l'appréhension, le fait d'attraper avec les mains, la vocalisation, l'oculomotricité, et qui participent à la construction de l'expérience et à la spécification culturelle d'une langue culture donnée. Je m'explique. On prend des exemples en anglais comme ste. Ste est un submorphème. Donc vous voyez, on se trouve là en amont du niveau morphématique. On a stoïque en français, puisque ste est lié à la stabilisation, au sens très large. Donc vous voyez stoïque en français, donc on voit bien que c'est en amont du morphème, et que la notion de stabilisation est très large. Ça ne correspond pas à un signifié précis. Alors, j'ai pris des exemples en anglais parce que c'est en anglais qu'on retrouve le plus d'exemples dans les langues germaniques en général. Et donc la notion de stabilisation dans stop, start, step, stay, still. Et on retrouve donc cette notion de stabilisation, mais on retrouve aussi une origine corporelle dans ste qui permettrait de rattacher à ce pré-signifié-là et pas à un autre. Effectivement, on remarque que on a dans ste un mouvement de friction de la sifflante s, qui est donc une continue, stoppée au niveau dental grâce à l'occlusion coronale t, qui pourrait être un processus de stabilisation. D'accord ? De la même façon, on a sp, qui est aussi un submorphème, qui est lié plutôt à la rotation-éjection, comme dans sponge, spear, speak, spit, spunk, spitter, spark, spill. Vous avez les traductions. Et là aussi, on reconnaît un mouvement, cette fois de friction, donc de la sifflante S, stoppé dans une zone externe, la zone bilabiale. C'est comme ça qu'on a le sp, et là on pourrait expliquer une procédure d'éjection qui passe de l'intérieur à l'extérieur, parce que représentée par des organes externes. Donc on a une cohérence entre la corporéité, le corps, la verbalisation et le sens qui en résulte. Et comme vous le remarquez, cela concerne aussi bien des faits corporels, spit, cracher, ou que l'engagement du corps avec un objet comme sponge, éponge. Pourquoi ? Parce qu'on tord l'éponge pour en extraire l'eau. C'est comme ça qu'un anglophone conceptualise l'éponge. C'est en la prenant avec ses mains, en tant qu'expérient, en tant qu'individu qui expérimente, il prend l'éponge, il la tord et on en éjecte l'eau. D'accord ? Spill renversé, flanqué WC. Donc tout ça, voilà, c'est lié à la même idée, alors qu'au niveau du signifié, on ne pourrait pas rassembler tous ces termes. Donc ce qu'on appelle la submorphologie, c'est aussi une manière de
réunir, de regrouper plus de termes, notamment lexicaux, autour d'un pré-signifiant, qui seront les submorphèmes, et d'un pré-signifié, qui seraient donc ces concepts associés aux submorphèmes. Mais comme vous le voyez, cette association n'est pas aléatoire. Pourquoi SPE, rotation, éjection? C'est parce que l'expérience, le vécu des Anglais, des anglophones, a amené à associer l'idée de SPE, des mots qui contenaient SPE, et une expérience liée à la rotation, qui a engagé le corps, qui d'une manière ou d'une autre était lié à la rotation et à l'éjection. D'accord? Il y a toujours quelque chose qui permettait de le rappeler, en l'occurrence dans le comportement corporel ou dans l'engagement corporel à un objet. D'accord? Donc à chaque fois c'est ça. Et donc l'énaction, comme on a vu avec le bébé qui cherche, qui regarde, qui prend connaissance de l'objet en tâtonnant, de la même façon, nous on l'a oublié, mais c'est comme ça qu'on accède à la connaissance. Et en l'occurrence, si on apprenait l'anglais, c'est comme ça aussi qu'on accède à la connaissance, en adoptant le point de vue culturel de l'anglophone, c'est-à-dire dès lors qu'on utilise sponge, on adopte le point de vue culturel qui est l'expérience d'une éponge, du fait d'en extraire le liquide. Alors, les formes linguistiques préfigurent les actions dans le rapport au monde selon des pratiques culturelles, du coup, puisque ce qu'on a vu pour l'anglais n'était pas forcément vrai pour le chinois ou le français ou l'espagnol. Si on prend l'exemple de l'action de parler, ben on a justement speak ou sprechen, donc speak en anglais, sprechen en allemand, où on retrouve bien cette idée d'éjection. Oui, l'idée de parler, dans ces langues germaniques, est bien liée à l'idée d'éjection, et on le voit avec spe. Parce que pour un germanophone ou un anglophone, l'idée de parler s'exprime à travers le point de vue socioculturel de l'éjection de la parole. Pourquoi pas? Alors qu'on voit dans les langues romanes qu'il en est autrement. On a parler, hablar, donc parler en français, hablar espagnol, en catalan parlar, falar en portugais ou parlare en italien. Là, on voit bien que dans les langues romanes, on a plutôt la sollicitation des lèvres et de la langue, avec une labiale et une latérale. Donc, be-le, fe-le, d'accord? À chaque fois, on a une labiale et une latérale. Et on voit bien que le point de vue socioculturel est différent. On ne sollicite pas les mêmes submorphèmes, d'accord? Et on ne sollicite pas le même comportement. On n'a pas le même comportement de conceptualisation de l'idée de parler dans les langues romanes et dans les langues germaniques. Cette conceptualisation, elle se fait, en l'occurrence, à travers le submorphème. C'est le submorphème qui visualise un petit peu ce comportement de conceptualisation, qui va nous dire, ben tiens, comment un Anglais parle, il parle comme nous, mais lui, sur quoi il insiste quand il dit parler? Il insiste sur l'idée d'éjection, alors que les romans, pardon, ils insistent plus sur la zone qui est sollicitée, et non pas sur l'acte lui-même. Pardon. Alors, en ce qui me concerne, donc, je travaille sur le principe de la science submorphologique. Donc, une science, la mise en science, c'est quelque chose qui émerge, d'accord, dans un mot. Et j'ai pu me rendre compte que ce n'était pas toujours le même submorphème qui était sollicité dans les mots. Une mise en science, c'est donc un comportement de perception, donc de perception-action, d'une expérience linguistico-culturelle que l'on peut déceler au niveau du submorphème. Les interactions verbales et non verbales, vécues et mémorisées, rendent sensibles à telle ou telle perception et donc à tel ou tel repère comportemental au sein d'une même culture ou entre plusieurs cultures. On constate alors au moins deux cas de figure. L'émergence d'un même submorphème dans des formes différentes, mais se rattachant à une expérience commune. C'est ce qu'on vient de voir. On vient de voir que des mots au travers de plusieurs langues peuvent être attachés à un même submorphème parce que c'est la même expérience qui y est rattachée à chaque fois, dans les langues romanes et dans les langues germaniques respectivement. Ou bien, au contraire, l'émergence de submorphèmes distincts pour une même forme, selon les situations et les constructions de sens. C'est-à-dire qu'il y a des formes qui vont être usitées dans un contexte et dans un autre, et qui à chaque fois vont mobiliser des comportements de perception, de construction du sens complètement différentes. On va prendre, et c'est l'exemple de la transmorphologie, ce que j'appelle la transmorphologie. Alors, on va prendre l'exemple de l'anglais word, donc mot. On peut retrouver dans word le submorphème tre,
entre eux qui est lié, selon Didier Bottineau, au parcours d'une rectitude, donc parcours oculomoteur d'une rectitude. Tree, arbre, bah oui, en anglais, un arbre, voilà, pour un anglophone, un arbre, c'est une rectitude. Ce n'est pas le cas dans les langues romanes. Mais oui, tree, pourquoi pas, ils conceptualisent l'arbre comme étant une rectitude. Parce que le mouvement qu'ils font, corporel, c'est de suivre de haut en bas, ou de bas en haut, un tronc d'arbre, l'arbre de haut en bas. D'accord? Direct, donc direct, pareil, drive, conduire, bon, conduire droit, il vaut mieux, d'accord? Train, pardon, timber, bois, même chose, road, la route, rectitude. De la même façon, c'est le parcours oculomoteur, donc visuel de la route. C'est comme ça que se construit la conceptualisation de l'idée de route en anglais. Donc, ce sont donc des mots, entre autres, liés à la rectitude, selon Bottineau. Un mot, en tant que suite linéaire, ce qu'on sait depuis Saussure, pourrait tout à fait être construit par le prisme de ce submorphème. En tant que donc, suite linéaire, ça pourrait être une rectitude. On pense donc au RD qui est le submorphème, donc en correspondance inversive. Ce que je ne vous ai pas précisé, c'est que, étant donné qu'on n'est pas au niveau du morphème, mais du submorphème, on a une certaine liberté formelle. Et que du coup, ils peuvent, si on a dre ou tre, c'est la même chose. Pour le dire simplement. Une deuxième actualisation du mot word est possible. Cette fois, on a la classe expérimentale de torsion. L'idée de torsion qu'on retrouve dans ring, essorer, write, écrire, wreath, se tordre, wrist, poignet, wrap, envelopper. Donc tous ces mots sont liés à l'idée de torsion. Or, précisément, écrire un mot nécessite dans l'acte, précisément, un mouvement de torsion. Le fait même d'écrire, c'est pour ça que write, to write, est un mouvement de torsion. Donc, on peut tout à fait rattacher, selon la situation, selon le moment, selon ce sur quoi on veut insister quand on parle de word en anglais, selon ce sur quoi on veut insister, on pourra construire ce mot sous l'angle de la torsion ou sous l'angle de la rectitude. Et ça, ce ne sont pas les dictionnaires. Si vous cherchez word sur le dictionnaire, vous n'aurez jamais de la distinction entre une acception et une autre, manifestant l'idée de rectitude ou de torsion. Ça, c'est vraiment l'expérience vécue par l'anglophone qui nous l'apprend. C'est-à-dire qu'un anglophone conceptualise le word soit sous l'angle de la rectitude, soit sous l'angle de la torsion. D'accord. Et là, les submorphèmes permettent de visualiser ce comportement de conceptualisation-là. Un exemple en espagnol, flamenco. Donc flamenco, ça veut dire plusieurs choses. Originaire des Flandres, d'où le flamenco, se dit des femmes enrobées, ça veut dire au contraire mince, maigre, ou ça veut dire flamant rose. Donc déjà, la dernière acception n'a rien à voir. Donc, j'ai cherché un petit peu, et je me suis dit, bon, s'il y a des acceptions qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, si ce n'est l'origine des Flandres, peut-être cette divergence sémantique est à chercher dans la divergence des submorphèmes. Et effectivement, le groupe FLE, donc labiodentale suivi d'une liquide, en espagnol comme en français, est lié à ce que Toussaint nomme le flux par frottement atténué, que l'on retrouve dans souffler, fleuve, fluide, laver, voler, ou en espagnol, fluir, couler, falcon, faucon, fleta, friction, flamenco, flamant rose, justement. Et le FLE à l'intérieur de flamenco sera donc considéré comme saillant dans les cas où il renverra à flamant rose. Donc on a ici un emploi de flamenco où c'est le FLE, le submorphème FLE, qui sera mis en exergue. A l'inverse, l'emploi de flamenco pour mince, maigre ou au contraire des femmes enrobées sera plutôt construit par le prisme du submorphème nasal suivi d'une vélaire que l'on retrouve en espagnol dans menguar, diminué, angosto, étroit, congoja, angoisse, angulo, angle, enclenque, faible, amoindri, niengo, pareil, gansaron, homme faible et maigre, pardon. Donc ce ne sont pas des synonymes, mais pour autant on retrouve dans toute cette liste des submorphèmes fédérateurs
le submorphème fédérateur qui est nasal, vélaire, que l'on retrouve aussi dans flamenco. Et on pourrait donc postuler que la construction du mot flamenco, la perception du mot flamenco, dans ces contextes où il doit référer à l'idée de maigreur, de minceur, se fasse par le prisme de la nasale et de la vélaire, et non pas du reste du mot. C'est-à-dire que dans ces emplois précis, on construit par analogie processuelle par rapport aux autres signifiants enregistrés, qui eux-mêmes contiennent déjà ce submorphème. Alors, si on a le temps, on verra pourquoi ça peut signifier aussi bien quelqu'un de mince, maigre, que des femmes enrobées, donc c'est un petit peu le contraire. Là, c'est justement de l'énantiosémie. On part du principe que le langage émane du corps et que le corps lui-même, il est rempli de duplicité, dans la mesure où on peut faire, avec une main par exemple, vous pouvez fermer et ouvrir. Mais si vous voulez ouvrir, il faut avoir au préalable fermé. Vous voyez ce que je veux dire? Pareil pour les yeux, pareil. Ce que je vous dis est bête, mais pourtant, c'est imparable. Et parce que c'est vécu comme tel, et il n'y a pas d'autre solution. Autrement dit, dans une action donnée, vous avez obligatoirement une action et son contraire. Nécessairement. Pour générer une ouverture, vous êtes obligé d'avoir au préalable généré une fermeture. Et c'est pareil pour toute action. Et donc, à ce titre, on peut envisager que les deux sens opposés a priori, sont imputables au même submorphème, qui lui relève de la même action corporelle. Parce que l'action corporelle, en soi, est de toute façon ambiguë, j'allais dire. D'accord? Double. Alors, ça, là, on se trouvait au niveau de la forme du mot. Et on retrouve le même comportement au niveau du phonème. Alors, je vais prendre l'exemple du iode, qui est le son ye, qui est une palatale, en espagnol. Donc, c'est un cas donc, le iode, c'est un phonème palatal, qui est aussi une semi-consonne, un phonème très fermé, qui a donné lieu à plusieurs influences, à plusieurs réalisations au cours de l'histoire de l'espagnol, en fonction de plusieurs de ses caractéristiques. Alors on prend l'exemple de l'actème qui a donné l'AIT par vocalisation de la vélaire, qui a donné l'AIT par loi du timbre. Là, on voit que le iode est apparu. Donc le J, c'est le son ye. Le J a d'abord, le J a d'abord influencé la voyelle qui l'a précédée pour la fermer en E. Donc le ye a influencé le A pour le fermer en E. C'est-à-dire que le ye est d'abord une voyelle très fermée, puisque c'est presque une consonne. D'accord? Et du coup, ça va fermer aussi par assimilation, si vous voulez, la voyelle qui l'accompagne. Cette influence va reposer exclusivement sur cette caractéristique de voyelle très fermée. Or, au cours de l'évolution du mot, il y a eu une seconde influence. Le iode a ensuite influencé la dentale T qui le suivait. Et cette fois, ce n'était pas imputable à la caractéristique très fermée du iode, mais à son caractère palatal. Cette fois, on a eu une palatalisation de la consonne contiguë, de leite on est passé à leche, qui est exclusivement due donc au caractère palatal du iode. Qu'est-ce qu'on constate? On constate donc au cours de l'évolution d'un même mot, on a un comportement d'assimilation à chaque fois autour d'un seul phonème, mais qui se fait en vertu de deux caractéristiques isolables, distinctes à chaque fois dans l'histoire. D'abord le caractère très fermé du iode et ensuite son caractère palatal. C'est de la transformphonologie dans la mesure où à chaque fois le phonème est perçu et perceptible comme un ensemble de caractéristiques isolables et dont une seule est exploitée à chaque fois. Un autre exemple, les voyelles. Les voyelles sont au moins deux choses. Des processus articulatoires au cours desquels l'air n'est pas gêné.
C'est ce qui la différencie des consonnes. D'accord? Les voyelles sont aussi des processus articulatoires provoquant la vibration des cordes vocales. Oui, les voyelles sont toutes voisées, sont toutes sonores. Hein? C'est comme ça qu'en espagnol, on a eu le passage de frigus à frío, donc froid, avec la chute de l'occlusive sonore en position intervocalique, cette chute étant due à la perte donc, de ce caractère occlusif ou approximant, du fait du caractère non entravé des voyelles. Une occlusive, c'est quoi? C'est précisément une entrave dans le passage de l'air. Or, si les voyelles encadrantes n'ont aucune entrave au passage de l'air, comme c'est le caractéristique d'une voyelle, elles vont forcer l'occlusive médiane à ne pas non plus poser d'entrave au passage de l'air, et du coup, une occlusive qui n'oppose plus d'entrave au passage de l'air, c'est une phonème qui disparaît. Ce n'est plus une occlusive. Donc cette assimilation-là, en l'occurrence, est due exclusivement au caractère non entravé du passage de l'air des voyelles. On retrouve aussi ça en espagnol dans nada qui devient na ou to qui devient to dans l'espagnol parlé. Autre exemple, lacum qui devient lago, donc le lac. On a cette fois une sonorisation. On passe d'une vélaire sourde à une vélaire sonore. Ça, c'est donc une assimilation effectivement, puisqu'on voit les deux voyelles AU ou AO qui vont sonoriser l'occlusive centrale, l'occlusive médiane. Et bien cette assimilation est imputable exclusivement au caractère sonore cette fois des voyelles. On n'est plus du tout dans la gêne de l'air ou l'entrave de l'air ou non-entrave de l'air, on est dans la caractéristique sonore des voyelles. Donc là, cette assimilation repose sur une autre caractéristique des voyelles. Donc là encore, on a l'émergence d'une autre caractéristique isolable des voyelles. Donc comme tout à l'heure, on avait flamenco, c'était soit le fleu, soit nasal plus vélaire. Là, de la même façon, on a soit le caractère sonore de la voyelle, soit le caractère non entravant. Donc l'idée, c'est qu'à chaque fois, on a un même comportement, comme pour les submorphèmes, de construction morphologique, submorphologique, j'allais dire, qui diffère en fonction de l'environnement contextuel et systémique. Ce phénomène-là ne se retrouvera pas forcément en français. Et puis surtout, comme vous le voyez, si on part d'une occlusive déjà sonore, elle ne pourra que chuter. Tandis que si elle est sourde à l'origine, elle pourra d'abord se sonoriser. Donc ça dépend aussi de l'environnement contextuel. De la même façon que la cognition et le langage. Donc c'est un petit peu une métaphore de cela. Le comportement qu'on retrouve de l'expérience mémorisée, le comportement qu'on retrouve de l'avènement cognitif du langage et de la langue, à travers les submorphèmes, on le retrouve au niveau du phonème. D'accord ? Alors les cas d'énantiosémie, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, et d'énantiomorphie. Alors, qu'est-ce que l'énantiosémie ? Donc l'énantiosémie linguistique, c'est un phénomène par lequel une forme permet des interprétations sémantiques opposées. D'accord ? Par exemple, dans les langues romanes, on a hôte. Un hôte en français, c'est soit le logeur ou l'invité, comme vous le savez. Tu es mon hôte, je suis ton hôte. Bon. En fait, les deux peuvent se dire ça. Pareil en espagnol, huésped. En anglais, sanction, c'est un agrément officiel ou bien au contraire des mesures de sanction. Donc on a des sens qui, au mieux, n'ont rien à voir, ou sinon sont carrément opposés. Alors, j'ai essayé d'étudier les cas d'énantiosémie au niveau submorphémique et submorphologique et de voir un petit peu quelles en pourraient être les causes. Soit le submorphème dentale plus vibrante, donc tre, lié à la rectitude, toujours le même, avec une action possible tout d'abord de rectitude en 2 ou 3 dimensions. Donc soit verticale, soit horizontale. D'accord ? Donc trepar, grimper, tranca, poutre, brotar, jaillir, verter, verser, derretir, fondre, torre, tour, tarangayo, bâton au cou des chiens, tirar, tirer, train, tranvia, tramway, métro, métro. D'accord ? Donc à chaque fois, on retrouve bien le dre qui est lié à chaque fois à une idée de rectitude, quel que soit le signifié finalement, et quel que soit l'objet,
j'allais dire, on a toujours une interaction corporelle avec l'objet en question qui est liée à la rectitude. Qu'on voit une bougie qui soit en train de fondre ou un train qui parcourt une distance, dans les deux cas, on a un parcours oculomoteur corporel, du coup corporel, qui suit une rectitude. Et on a du coup une expérience qui se fonde sur cela et qui est rattachée dans la langue espagnole, puisque ce sont des exemples de l'espagnol, à ce submorphème. Action possible 2 dans le même cadre. Dans le même cadre submorphème, on a la barre horizontale entravante. Alors, quand on voit une rectitude horizontale, ça peut être aussi pour barrer un chemin. Et donc, ça peut être, du coup, de cela peut dériver l'idée d'obstacle ou de difficulté. D'accord ? Et du coup, on a estorbar, obstruer, traba, une poutre entravée, trabajar, travailler, tribular, entrer en tribulation, trampa, piège, trenque, digue, red, filet, duro, dur, tranca, poteau de fermeture. Donc là, on a toujours la même rectitude, à ceci près que ça entre dans des situations ou dans des actions complètement différentes, puisqu'on a un usage du poteau ou de la rectitude en question qui va impliquer une difficulté pour le corps en question, pour le sujet en question. Donc on va le conceptualiser différemment. Mais pourtant, au niveau submorphologique, au niveau submorphémique, on va bien se retrouver dans la même expérience. Donc pour l'instant, ce sont des actions similaires, on va dire, puisque le même parcours oculomoteur est respecté. L'action 3 est elle énantiosémique, puisque là, on ne se retrouve pas dans le parcours oculomoteur d'une rectitude, mais plutôt dans la circularité qui est tout le contraire. Torcer, tordre. Trabilla, ruban autour de la taille. Cintura, ceinture. Trencilla, tresse. Torna, tourner. Tormenta, tempête. Turbina, turbine. Trujal, presse pour compresser le raisin. Tourner, une tournée. Tortilla, omelette espagnole. Donc vous allez me dire, comment expliquer qu'on puisse référer à la fois à une rectitude et à tout le contraire, c'est-à-dire à quelque chose de circulaire. Là aussi, c'est imputable à l'expérience, puisque dans l'expérience humaine, on a très souvent rattaché un objet circulaire au parcours d'une rectitude. Dans l'histoire, notamment par le rouet, pour filer, donc on a un fil et le rouet, donc on a bien une rectitude avec une roue, et puis surtout, depuis lors, pour parcourir une rectitude, il vaut mieux des roues. Donc l'expérience humaine a associé l'idée de circularité et l'idée de parcours d'une rectitude, ou l'idée de rectitude tout simplement. Et c'est comme ça, en se basant sur l'expérience, c'est-à-dire sur l'association d'actions qui a priori n'ont rien à voir, mais qui ont été associées par l'être humain, et qui ont du coup été conceptualisées comme telles, on peut les retrouver au sein d'un seul et même submorphème dans le lexique espagnol. D'ailleurs, c'est pareil en français. Tour. Vous avez une tour, l'édifice, qui est une rectitude. Par contre, faire un tour, c'est circulaire. C'est censé primitivement être circulaire. Ça pourrait passer pour un homonyme, mais par l'énaction et par l'expérience d'association d'actions, on arrive à expliquer qu'il n'en est rien, que ce n'est que la somme des interactions qu'on a eues avec ce mot qui nous amène à associer l'idée de circularité et l'idée de rectitude. D'accord ? Donc là, je ne convoque même pas l'idée de duplicité du corps humain, qu'on pourra en plus superposer à ça pour expliquer des cas d'énantiosémie, des cas de duplicité sémantique, j'allais dire. Mais là, rien que l'association par l'expérience d'actions qui n'ont rien à voir permet de justifier de mettre tous ces termes ensemble. Parce que l'énaction repart de l'expérience vécue, de l'expérience humaine. Alors l'énantiomorphie, c'est un terme que j'ai... je me suis basé sur énantiosémie pour créer celui d'énantiomorphie. Donc ça réfère normalement, si on regarde sur le dictionnaire, c'est la symétrie axiale de deux éléments, comme les pieds par exemple, ou les mains. Ce que je nomme l'énantiomorphie, c'est une énantiosémie iconique. Pardon. C'est une énantiosémie iconique d'une inversion formelle. C'est-à-dire, on retrouve l'énantiosémie à l'intérieur de la forme, une inversion formelle
correspond à une énantiosémie. On a le cas de rincón en espagnol, qui est un coin rentrant. Alors que esquina, donc on a inc dans rincón, on a quin dans esquina, renvoie à un coin sortant. Donc ce sont, vous voyez, l'hispanophone ne pourra pas conceptualiser un coin autrement que sous l'angle, si je puis dire, de coin sortant ou coin rentrant. L'hispanophone fait la distinction. Donc il ne dira pas al rincón de la calle, donc au coin de la rue, il ne pourra pas dire rincón, lui. Puisque un coin de la rue, c'est obligatoirement un coin sortant. Donc lui, ce sera toujours à la esquina de la calle. Au coin de la rue, ce sera toujours celui-là. Par contre, à l'intérieur de la maison, ce sera toujours celui-là, ce sera toujours rincón. Donc nous, on conceptualise de la même façon un coin, mais l'hispanophone, lui, fait la distinction. Et du coup, on retrouve une iconicité entre sens et forme à cet endroit-là, une énantiomorphie, en quelque sorte, puisqu'on a une inversion des formes qui correspond à une opposition des sens, une opposition sémantique. Alors, je crois que oui. Voilà. Alors ce cas d'iconicité est relativement peu répandu, mais bon, il mérite tout de même l'attention parce que si on creuse un petit peu plus, ça nous permettrait à terme d'établir une cohérence entre l'expérience articulatoire et l'expérience vécue de façon plus proche et plus précise. En se disant, tiens, si on a une association dans une langue entre deux actions, il est possible de retrouver une cohérence aussi au niveau articulatoire. Voilà. C'est une manière d'aborder le lexique qui n'est pas le symbolisme phonétique, mais qui pourrait s'avérer complémentaire, justement. Voilà. Pardon, Michael, on va faire une très brève pause pour laisser sortir les étudiants qui doivent partir à 18h. Ah bah, de toute façon, j'ai fini justement. Donc, voilà. Je vous remercie de votre attention.